Bonjour tout le monde. Nous sommes ici pour une présentation du pôle éthique. Alors qu'est-ce que le pôle éthique? Ce sont les exposants qui sont derrière le plateau TV que vous pouvez retrouver jusqu'à la fin de ce salon. Donc moi c'est Welcome, ladies and gentlemen. These girls are going to be doing a presentation on pole ethic, which is what's represented just behind this wall over there. Je m'appelle Mathilde de Atelier Sherwood et moi je fais du conseil en images et donc je participe au pôle éthique et je suis là aujourd'hui sous mon rôle de podcasteuse pour vous présenter ces deux personnes. À ma gauche, il y a Rebecca de Marcel Fabrics. Bonjour tout le monde, je suis créatrice et éditrice de tissus, donc la marque Marcel. Et aujourd'hui, je vais venir vous parler de tissus éthiques et durables. Et à ma droite, nous avons Doriane. Bonjour, je suis Doriane Chagot-Mansuy et moi je suis teinturière végétale sous le nom de la marque Maison Septembre et je vais parler de l'aspect notamment teinture, c'est-à-dire couleur sur le textile et les incidences sur l'environnement et voilà sur tous ces éléments-là et avec un petit focus aussi sur la laine. Alors ça va être une introduction sur la laine puisque dans une heure il y a une autre intervention plus en détail sur cette même matière. Alors, le pôle éthique, qu'est-ce que c'est? Moi, je fais partie du pôle éthique depuis sa création. C'était il y a 1 an et demi. On est un collectif de créatrices engagées. Il n'y a pas d'hommes pour le moment. On n'est pas contre les hommes, mais pour le moment, il n'y a pas d'hommes. Je sais pas si... So pole ethic is a collective of female. So far, there's only female created. Quand vous l'avez créé? 1 an et demi? A year and a half ago in Paris. Donc on retrouve des personnes qui font du tissu, de la laine, de la broderie. On est vraiment orienté do it yourself, mais avec des valeurs engagées. On s'est rendu compte que c'était pas évident pour des petites entreprises engagées de se retrouver sur des marchés, des salons de grande ampleur. Et donc en se mettant ensemble, on peut finalement plus, autour de valeurs qu'on partage, on peut finalement plus venir vous rencontrer sur les salons et partager nos valeurs et venir discuter avec vous de tout ça. So basically they all share the same values and so they decided to group together to be bigger on this kind of exhibition. So their voice gets bigger and bigger as they go. Rebecca, quelles sont justement les valeurs et comment est-ce que vous les exprimez aujourd'hui? What's your value and how do you express them today? Alors ça, c'est une question qui a l'air toute simple mais qui en fait est très compliquée. It's an easy question that seems very simple but very difficult to answer. On pourrait faire une thèse de philosophie sur qu'est-ce que l'éthique, la durabilité. Nous avons décidé d'écrire une charte qui est un document qui est en travail permanent sur nos valeurs minimum en termes d'éthique et de durabilité. Parce qu'il y a toute une gamme possible en fait de durabilité. Il y a des tissus, par exemple, moi je vous parle de tissus parce que je connais les tissus qui vont être très très polluants, des tissus un peu moins, des tissus beaucoup moins et des tissus très écologiques. Où est-ce qu'on met le curseur? Ça, c'est pas évident. So they decided to create a chart of how durable and how ecologically friendly the products are. Your name again? Rebecca. Rebecca works mostly in fabrics. Toi, ton nom? Conseil en images et podcast. Et ton nom, pardon? Mathilde. Mathilde is a consultant in podcast. And Dorian is a vegetable dye, works with vegetable dye. Donc on a fait tout un travail de consultation entre nous pour voir où on posait la limite. Et ça, c'est pas toujours évident. Il y a encore des discussions qui sont en cours. Certaines personnes vont travailler avec des matières qui viennent de plus loin, mais qui ont un moins grand impact environnemental. D'autres personnes vont travailler sur des choses plus locales, mais qui sont environnementalement moins performantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à définir. Nous, on a cette charte. Vous pouvez consulter cette charte sur Internet et ça permet de nous dire
quelles personnes peuvent nous rejoindre de manière précise et la plus objective possible. So basically, it's a joint venture with other people, but they created that chart to be open and tell people on how they source the material and where from, but also deciding is it better to source from far for an ecological product or to source locally something that's not so ecologically friendly. So at the moment they're working every day to try to find where is the balance and where they position themselves. Dorian, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les personnes qui composent le pôle ? Oui, bien sûr. Donc le pôle, le prisme d'entrée, c'est en effet ce travail sur la matière, sur le do-it-yourself, donc aussi sur le côté création de matière. On a aussi des artisanes et des personnes qui vont sourcer des matières. Les domaines sont très variés. On a en effet plusieurs personnes qui font du tissu comme Rebecca. On a des personnes qui proposent de la laine, des personnes qui font de la broderie. On a aussi des personnes qui interviennent pour des ateliers ou des interventions extérieures comme le fait Mathilde sur le conseil en images. On a des personnes qui vont intégrer le pôle éthique finalement pour proposer des ateliers ou des éléments d'explication sur certains points précis. Donc finalement, les membres du pôle éthique sont assez divers dans leurs compétences, dans leurs propositions. Et ce fil rouge en filigrane, c'est vraiment la démarche finalement qui va faire le lien entre nous. Oui, pour rentrer au pôle éthique, il y a un parcours fléché qui est assez clair et assez simple. Il faut se manifester auprès on a une adresse mail générique et ensuite on va examiner un petit peu la démarche de la personne qui sollicite son entrée au pôle éthique et voir la conformité de sa démarche avec notre charte, qui, vous l'avez compris, est une charte qui est élaborée de manière collective, qui est une charte évolutive aussi, c'est-à-dire que rien n'est figé. On essaie de s'adapter aussi aux réalités à la fois du marché, des secteurs et puis des habitudes de consommation des clients et des particuliers. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un mouvement dynamique et en évolution régulière. So it's basically a movement that's always on the move, improving, progressing, always in discussion, and they have a big variety of different experts in fabrics, in wool, in visual, and so you can become a member, and they will suss out where you sit in that chart to make sure your ideology fits with theirs. Et on essaie aussi, et ça s'est fait sur le moment, enfin c'était pas quelque chose qu'on avait anticipé, mais c'est plus quelque chose auquel on assiste, c'est finalement aussi d'avoir des liens entre nous. On est sur des domaines parfois différents et on met en place des collaborations, et ça c'est vraiment intéressant d'avoir aussi tout ce côté créatif qui reste quand même notre cœur de métier. Par exemple là avec Élise de la marque The Comptoir, on va faire un atelier sur le salon qui va allier impression végétale que moi je vais proposer, et Élise va venir après pour permettre de rebroder par-dessus sur le motif. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là, le fait d'avoir ce croisement entre les pratiques. Voilà, donc ça c'est un atelier qu'on va faire samedi matin sur le salon, et vraiment cette porosité entre nos univers est très intéressant. Et puis entre nous, on parle des choses aussi de manière assez transparente, donc ça nous permet d'échanger tout un tas de petites astuces ou de manières de fonctionner ensemble. So they work a lot in collaboration with each other. So on Saturday they're doing a small workshop with vegetable dye and embroidery. So having members like this is great because they can collaborate and push the boundary on the creativity. Et l'éthique, comment est-ce que ça s'exprime ? Qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors, je pense que j'ai tiré la question la plus simple de cette intervention. L'éthique, c'est un élément, c'est un concept qui est extrêmement large. Alors là, on va avoir une approche assez simple aujourd'hui. Disons que nous, dans notre approche, en effet, l'éthique sur notre démarche, elle n'est pas uniquement liée à notre produit en lui-même. Elle est aussi vraiment liée à la démarche. Une fois de plus, on est dans quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que parmi les choses qui sont importantes dans le politique, par exemple, ça va être des éléments liés aux conditions de travail sur toute la chaîne de production de nos produits. Moi, je pense beaucoup à la teinture parce que c'est mon cœur de métier, mais
notamment sur les laines ou sur un certain nombre de tissus, on va externaliser certaines étapes d'ennoblissement textile à l'étranger, dans des pays dont les normes vont être beaucoup moins restrictives qu'en Europe, pour finalement faire rapatrier les textiles à une autre étape de processus. Donc nous, on va vraiment avoir une attention sur rendre transparente notre démarche, veiller aux conditions de travail des personnes qui participent à la création de nos produits, au respect de l'environnement sur tout le long de la chaîne de production. Ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Donc ça, c'est un premier point important. So they focused a lot on the production steps and on the quality of the people that works to create the products and to make the goods from the beginning to the end. Dans nos relations de travail aussi ou d'échange au sein du collectif, on est attentif à avoir un mode relationnel égalitaire et respectueux. Alors ça peut paraître un peu naïf, voilà, mais c'est vraiment un élément important pour nous. On partage des valeurs communes et dans nos relations de travail, c'est très important. Il y a un élément lié à des éléments de commercialisation, mais pas seulement, et on est vraiment attentif à ce pas seulement, pour justement garder une ouverture vers ce que font les autres, et puis notamment ces élans un peu créatifs de collaboration. Ça crée de l'émulation. Alors, c'est pas forcément lié, mais en tout cas, parmi les personnes du pôle éthique, on est au moins 3 à avoir écrit des bouquins. Rebecca a écrit un ouvrage sur le tissu. They all have written books recently. So Rebecca has done one on fabric. Élise de la marque The Comptoir a publié un livre donc, de broderie féministe engagée, notamment tout un travail issu de photographies imprimées. Elise has written a book about feminism and stitching. Embroidery. Embroidery. J'ai publié un livre sur la teinture végétale à la fin de l'année dernière sur la pratique de la teinture à partir de plantes locales, justement, réalisées à partir de cueillettes. Donc voilà, donc ça crée aussi cette émulation au sein du pôle éthique et cette émulation, elle est aussi permise parce qu'on travaille de manière étroite. On a souvent des réunions pour ajuster nos projets et continuer à avancer ensemble. Donc voilà, au niveau de l'éthique, ce qu'il faut essayer de... Enfin, nous, les lignes qui se dégagent, c'est vraiment une éthique par rapport aux produits qu'on travaille, mais aussi par rapport à nos relations de travail et à l'éthique sur tout du long de la chaîne de production de ce qu'on propose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des tissus, Rebecca, s'il te plaît ? Donc j'ai décidé de vous parler un petit peu. Bon, alors les tissus, c'est très vaste comme sujet et je pourrais vous en parler pendant des heures. Celles qui me connaissent le savent. J'ai décidé de vous parler d'un point un peu spécifique, assez général, mais qui est illustré ici dans le livre avec le graphique que vous voyez là. Merci beaucoup, Sarah. Donc c'est juste pour reprendre un peu les bases, parce que je me rends compte que beaucoup de couturières ne comprennent pas les tissus et donc peuvent pas faire les bons choix, peuvent pas faire les bonnes associations avec les patrons. Donc là, je vais vraiment reprendre un peu la différence entre les tissus naturels, les fibres naturelles, les fibres artificielles et les fibres synthétiques. Donc fibres naturelles, en général, ça va. Oui. Fibres naturelles, en général, ça va. Donc, on a vraiment une origine naturelle des fibres. Derrière, on a un filage mécanique. Avant, il y a 100 ans, une centaine d'années, même moins, ça se faisait au rouet dans la maison. Et là, on retrouve des tissus, des matières premières comme le coton, le lin, le chanvre, mais on a aussi des matières d'origine animale comme la laine, la soie. Donc ça, en général, on comprend et on connaît. Maintenant, Mathilde, je suis désolée, je vais t'embêter. Si on prend tous les nouveaux textiles, alors je dis nouveaux textiles, ils sont quand même, c'est des textiles qui ont été inventés à la fin du 19e siècle et qui ont vraiment colonisé nos garde-robes sur tout le 20e siècle. On a ces fameuses fibres artificielles et les fibres synthétiques. Alors, vous allez voir ça dans une seconde, voilà, j'en suis sûre. Alors là, on se retrouve d'un côté avec les fameuses origines naturelles qui sont derrière transformées chimiquement pour donner les fibres artificielles. Et là-dedans, on retrouve des tissus que vous connaissez bien, qui sont typiquement toutes les viscoses, tencel, bambou, lyocell, qui sont en fait des origines naturelles
qui naturellement ne sont pas en forme de fibre. Donc le bois, la pulpe du bois, ça n'est pas une fibre. Le bambou, il y a des fibres dans le bambou, mais on ne peut pas en faire un textile. Ce ne sont pas des fibres qui permettent de faire un textile. Et donc on va chimiquement transformer ça en une grosse soupe et puis on va en extraire une fibre. Donc c'est vraiment origine naturelle, mais c'est ce qu'on appelle un tissu artificiel. Et là... Basically, she's written a book on how to explain what the fabric's about, and that often we don't really know what we're buying. And so she's gone through original fabric and what the composition of them is, and now unnatural fabrics with all the chemical potentially, or wood, bamboo, fabric, fibers, all of that, explaining what you can find on your labels now. Et alors la dernière grande famille de tissus, de textiles, ça va être des origines synthétiques avec le filage chimique. Et derrière, on a ce qu'on appelle les fibres synthétiques. Et là-dedans, on va retrouver le polyester, le nylon, l'acrylique, et là, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc là, il faut savoir que origine synthétique, ça veut dire que ce sont des produits dérivés de la pétrochimie. Donc on a vraiment, c'est la même gamme de développement au niveau technologique que tous les plastiques. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 grandes catégories de tissus. Et en fonction de la catégorie dans laquelle on va être, le textile ne va pas réagir du tout de la même manière. Il ne va pas vieillir de la même manière, il ne va pas se comporter de la même manière sur nos peaux. On ne va pas les teindre de la même manière, ça Dorian en parlera. Et donc c'est vraiment très important dans la production, mais aussi pour vous en tant que couturière, de savoir ce que vous achetez et comment ça va réagir plus tard. So the advantage of this research is for you to be able to decide or recognize what fabric is best, how it's going to edge, how it's going to wear, how it's going to feel. So by being really precise and open on what's in it and what fibers, it helps a lot the customer and to create the products. And how you're going to even dye the fabric depends what's in it, basically. Juste pour faire un petit point historique, il y a moins d'une centaine d'années, dans nos garde-robes, dans leur garde-robe, nos grands-mères ou arrière-grands-mères avaient du coton et du lin, de la laine, et c'était à peu près tout. Celles qui avaient un très très gros budget, elles avaient de la soie. Donc on était sur du 100% naturel. Aujourd'hui, je pense que le coton représente... je vais dire des bêtises. So like our great-grandmother only used cotton, wool, linen, and if they were wealthy, silk. So everything was 100% natural. These days, we're using... Maintenant, on a des fibres naturelles, ça représente 29% de la production textile. Donc on est vraiment, le paradigme a vraiment changé et la majorité, ça va être les fibres synthétiques à 65%. Il faut savoir que l'impact écologique des fibres synthétiques est vraiment très fort. Donc on a eu un impact au niveau de la production des fibres. On est sur une production assez similaire au plastique. Et derrière, on a un impact au niveau de l'utilisation qu'on en fait. Chaque fois qu'on passe du polyester à la machine à laver, on va avoir des microparticules qui vont se détacher et partir dans les égouts, dans les rivières et puis dans les océans. Et donc quand on voit ces chiffres-là et qu'en 100 ans, ou même pas depuis les années 50-60, ça a changé tellement rapidement, on peut se rendre compte en fait de l'impact que ça a sur notre environnement. So now, because of 65% of the fabric is made with chemicals, the impact on the environment obviously is devastating. And even wearing polyester, if you put it in a washing machine, it disintegrates in the water and goes in the rivers. And so in the last 50 years, basically, we've changed completely the production of the fiber we're using. Est-ce que Dorian, tu peux nous parler de la laine et de la teinture, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Concernant la laine, je vais dresser un constat très très similaire à celui que vient d'expliquer Rebecca, puisqu'on est tout à fait dans la même dynamique, dans la même démarche d'évolution des produits. Donc la laine, il y a de ça
une centaine d'années, voire moins, on était en effet sur des laines naturelles qui étaient issues de productions relativement locales, transformées, travaillées sur des territoires assez locaux. Aujourd'hui, la réalité a complètement changé. On est en grande partie sur des laines. Alors on dit laine, mais finalement sur des fibres avec beaucoup d'acrylique, voilà, ce genre de matière, beaucoup de nylon aussi. Alors qu'on a aussi des fibres, et on a aussi une très forte demande aujourd'hui sur le marché de la laine en mérinos, ce fameux mérinos blanc, tout blanc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des demandes très fortes qu'on a. Et le mérinos, une des grosses difficultés qu'on a avec cette fibre, c'est que c'est une fibre qui est traitée, elle est dite superwash la plupart du temps, c'est-à-dire qu'elle est traitée pour passer en machine à laver. Sauf que ce traitement en lui-même est d'une part extrêmement polluant lorsqu'il est réalisé sur la fibre. Donc ça, c'est souvent une étape qui est externalisée dans des pays où les réglementations liées à l'environnement sont beaucoup moins exigeantes que chez nous, qu'en Europe. Et le problème, c'est que c'est aussi une fibre, la fibre superwash, qui va polluer tout au long de sa vie, exactement comme l'a expliqué Rebecca, c'est-à-dire qu'il y a des micro-particules de plastique qui seront relâchées à chaque lavage. Et donc ça, c'est vraiment des particules qui sont tellement fines qu'elles ne sont pas filtrées par les unités de retraitement des eaux. Et c'est typiquement ce qui pollue les cours d'eau et, in fine, les océans et les mers. So same goes with the wool. 100 years ago, it was all only naturally treated, and now it's mixed with nylon and mixed with acrylic. So again, it has a big impact on the environment and on the water, especially with merinos, a fiber that gets chemically bleached, and then the particles get, because they're trying to make it so you can wash the wool in the washing machine. So that's why they mix it together, but the fibers get washed away and again end up in the rivers. Et c'est un exemple qui est l'exemple le plus parlant, et moi dont on me parle et dont les personnes qui tricotent viennent chercher des laines, je dirais à chaque événement comme celui-là. J'ai beaucoup de personnes qui viennent chercher des laines pour tricoter des chaussettes. Et ça, c'est un peu le combat de ma vie, c'est-à-dire que je leur explique que j'ai pas de nylon dans mes fils à chaussettes, mais que j'ai des très bons fils à chaussettes uniquement en mérinos, et que finalement jusqu'aux années 50, le nylon n'existait pas, et que a priori on a fait des chaussettes avant les années 50, je crois, et que en reprenant la manière de faire une chaussette, en fait en jouant sur le point qu'on utilise sur les zones de frottement, donc le talon, un petit peu sous le talon, on augmente la résistance mécanique du fil. Et donc, nécessairement, on rend le fil très résistant. Donc, on fait des chaussettes sans fil à nylon. Et ça, l'impératif d'avoir du nylon dans le fil à chaussettes, c'est réellement une création qu'on peut tout à fait déconstruire. Et voilà, c'est un vrai combat. Il faudrait faire un slogan, je ne sais pas encore. Mais il faut vraiment se détacher du nylon pour le fil à chaussettes. C'est urgent pour l'environnement. There's a lot of people coming to see her asking for wool with nylon in it to make socks. And she's trying to explain to them that 50 years ago it was no nylon in the wool, and so people still use socks all the time, and that there's technique with tricoting, comment on dit? Knitting with different dots and tightly on the zone where there's friction, then you can totally make socks that will last well and good for the environment. Et c'est possible, voilà. It's possible. Et donc, sur la teinture, qu'est-ce que tu peux nous dire, la façon dont on peut teindre autrement, peut-être ? Oui, alors en effet, on peut tout à fait teindre autrement que uniquement avec des colorants chimiques de synthèse qui aujourd'hui représentent vraiment la majorité des teintures réalisées. Alors, on peut teindre de manière complètement naturelle avec des teintures végétales. C'est pas forcément un modèle duplicable sur une très très grande échelle. Aujourd'hui, c'est vraiment la limite, c'est-à-dire que la teinture végétale, on est encore en train de chercher la manière de la mettre en œuvre sur des grands volumes de tissu. Voilà, c'est pas encore complètement résolu cette problématique technique. With vegetal dye, it's kind of difficult to do it on a very large scale. So working on it to make it more accessible to everybody, but at the moment we need to stay on a small scale. De nombreuses recherches sont actuellement en cours. Il y a beaucoup de travaux de recherche, beaucoup à partir d'algues, à partir de micro-organismes. Il y a énormément de pistes de recherche, et je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, on aura une réelle alternative à la teinture chimique en végétal sur des grandes échelles, avec des coûts de production qui seront, alors pas aussi compétitifs qu'avec des teintures chimiques, mais quand même qui seront tout à fait accessibles à
plus de marques que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Et en préambule, ce que j'ai pas dit sur la teinture, c'est que la teinture dans l'industrie textile est l'étape la plus polluante. Avant la filature, avant toutes ces étapes, l'ennoblissement textile, cette fameuse étape de travail de la fibre, c'est l'étape la plus polluante. Et malheureusement, c'est une étape qui est bien souvent externalisée dans d'autres régions du monde, beaucoup Asie, voilà, dans des pays où finalement les réglementations environnementales sont pas, alors, ouais, j'allais dire inexistantes, le mot est un peu fort, elles sont minimes en tout cas, mais voilà, ce qu'on sait, c'est que ça pollue des cours d'eau, ça pollue des régions entières, ça crée des maladies terribles chez les travailleurs. Mais c'est vrai qu'on est dans cette réalité où ça se passe sur une autre partie du globe, donc on ne voit pas ces réalités. Et il y a aussi énormément de colorants chimiques qui malheureusement, qui sont composés de métaux lourds. Voilà, donc ça, c'est une vraie réalité. Il y a une vraie incidence aussi en termes de santé publique qui est à prendre en compte, au-delà des problématiques liées à l'environnement. A lot of research has been done on trying to improve ways of dyeing, also with algae, mushrooms. I mean, there's lots of techniques that will probably in the next 10 or 20 years come to flourish and be leading the industry. But for now, it's not accessible to all the companies to be able to dye naturally. And the impact of the dye is one of the greatest through the chain of production. So often we outsource it in Asia. It's far from us, and so if we don't see it, we don't think of it, but it's got even health repercussion because it goes through the skin and it's bad for the planet, bad for the people that work with it, and bad for us. So the girls are the power for the next generation. Thank you. Et on sait, je voulais rajouter, on sait aussi à quel point c'est difficile en tant que consommateur d'avoir toujours l'œil sur l'étiquette. On regarde l'étiquette, on cherche à la détailler. Parfois, on ne trouve pas l'information, on n'a pas la patience. Voilà, c'est une vraie démarche active qui parfois peut être fatigante. C'est aussi une des raisons d'être du pôle éthique. C'est que finalement, nous, cette démarche, on l'a a priori, avant d'intégrer les personnes au sein du pôle. On a, nous, entre professionnels, cette démarche de regarder un peu les manières de faire des collègues. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de pôle éthique, parce que l'éthique, ça n'est absolument pas une notion qui se démontre de manière objective. L'éthique, c'est vraiment constitué d'un tas d'éléments. Donc nous, la charte a aussi cette fonction de garantir aux personnes qui viennent sur notre zone de pôle éthique ou qui viennent chez nous, membres du collectif, d'être chez des personnes qui ont cette attention portée aux produits. Alors parfois, vous allez trouver que les prix sont un peu plus élevés peut-être que sur d'autres propositions, mais c'est aussi lié à toutes ces démarches préalables à l'acte de consommation qui va être le vôtre ou juste d'information sur un produit. Voilà, c'est vraiment finalement tout le travail, la chaîne préalable qui a été réalisée est normalement une garantie pour vous d'avoir des produits qui sont sains de tous ces points de vue-là. So it's difficult and tiring to always try to find out what's good, what's bad for us. So we're lucky because these girls are doing the hard work for us and make it easy by showing us this is what we should do, this is what we shouldn't do. And so this is a big sort of rule of your association, right? We leave it to the experts, and they're making our life much easier on how to understand what's happening really behind the scenes. Thank you. Si vous voulez nous retrouver, donc aujourd'hui on est derrière ce mur au niveau donc le pôle éthique. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et puis dans plusieurs salons en France sur toute l'année. Donc n'hésitez pas à suivre notre actualité pour pouvoir nous retrouver les unes les autres au fil de l'année. Merci If you'd beaucoup. like to see more, they're just located behind this wall. Also, of course, on social media and in many exhibitions in France, mostly in France, over the next year, but you can find more information on their website. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci.